Oui, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Donc, je vais faire une vidéo pour faire des conclusions de fin de salon, répondre en même temps à vos questions. Comme d'habitude, hein, il n'y a pas de changement, il s'est dit pas mal de conneries au salon, comme d'habitude, mais il est important que je fasse quelques questions-réponses et que déjà ce qui est important c'est de savoir qui ont été les interlocuteurs, qui sont les interlocuteurs, c'est-à-dire qui parle à la place des paysans, hein, parce que vous les paysans sur le terrain en fait il y a des gens qui parlent pour vous, c'est important d'entendre ce qu'ils disent, les conneries qu'ils peuvent raconter pour voir un peu la situation, pourquoi on en est là. Donc je fais parler des intervenants et vous allez voir, vous allez encore bien rigoler. Good Morning Business, le grand entretien. Et le grand entretien à 8h15, c'est une femme influente, plus influente que Bernard Arnault et Jeff Bezos. Christiane Lambert, bonjour, vous êtes la présidente de la FNSEA. Ça vous fait sourire, mais c'est le classement Tagadet des personnalités les plus médiatisées dans les médias français. Vous êtes 8e, devant le patron d'LVMH et d'Amazon. Ça veut quand même dire quelque chose, c'est que vous remplacer, ça va être très compliqué, Christiane Lambert. Oui, mais il y a toujours eu une succession de présidents à la tête de la FNSEA. Moi, je suis arrivée à un moment où il y a eu les états généraux de l'alimentation, il y a eu l'inflation alimentaire, donc ça a été l'occasion de parler beaucoup, et de choses qui concernent directement les Français. Il y a aussi la redécouverte que finalement se nourrir 3 fois par jour quand on est confiné, c'est compliqué. Et puis peut-être aussi pour les Français réaffirmer leur attachement au monde agricole. Quand on parle simplement de ce que l'on vit, en sincérité, on arrive à le partager facilement. Je vois le gros succès du salon de l'agriculture depuis le début, c'est des familles qui viennent dire continuez, c'est bien ce que vous faites, etc. Alors, on est un peu loin des clichés classiques où il y a parfois des reproches, et parler simplement de ce que l'on vit, c'est certainement la raison pour laquelle ça matche davantage. Lorsqu'on parle de vous, il y a une affirmation qui fait consensus. Vous avez fait un énorme boulot à la tête de la FNSEA et notamment sur les alertes que vous avez lancées en matière de souveraineté alimentaire. Oui, alors déjà travailler, ça c'est ma religion. J'ai été élevée comme ça et j'aime travailler. Je suis exigeante aussi avec mes collaborateurs. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup. Je m'étais donné 6 ans et je voulais avancer sur un certain nombre de sujets. Il y a eu les états généraux, on a mis en avant l'importance de la chaîne alimentaire. Garder des agriculteurs, avoir des industriels et avoir une distribution accessible, mais quand même qui rémunère les producteurs. On a changé les choses. Aujourd'hui, il y a un meilleur retour de valeur aux agriculteurs. On a travaillé sur les sujets de la gestion des risques, la sécheresse, la grêle, tout ce qui nous a impacté. On a mis en place un système assurantiel pour les agriculteurs. On va pouvoir faire des réserves d'eau hivernales parce qu'on a parfois des pluies diluviennes, il faut les capter plutôt que... J'entendais hier matin, nous aurons plus 4 saisons, mais 2 saisons. Ça veut dire qu'il faut s'adapter et vivre avec son temps. Et puis je crois que ce qu'on a mis en avant aussi, c'est qu'on a besoin de bras, on a besoin de cerveau, on a besoin de recruter. Donc vous avez entendu, tout va bien. Donc très influente, une femme très influente, donc elle est tellement influente que vous connaissez le résultat dans les exploitations, vous connaissez le nombre de suicides. Je ne vais pas vous parler du bilan économique, vous éleveurs, vous de quel sud terrain, vous voyez comment ça se passe. Difficile à remplacer, vous voyez, je ne ferai même pas de commentaires sur le fait qu'elle va être difficile à remplacer compte tenu du bilan. Je vous laisse juger vous-même, surtout vous les éleveurs, et même, je pense notamment aux producteurs en agriculture biologique que la FNSEA a ruiné à travers le développement des mesures HVE. Ils ont agi pour supprimer les aides à la conversion dans bon nombre de départements. Je pense que les bio vont savoir, et la Fédération nationale de l'agriculture biologique va savoir de quoi je veux parler. Et dit ensuite, parler de ce qu'on vit. Parler de ce qu'on vit. Pour parler de ce qu'on vit dans les exploitations agricoles, il faut commencer déjà par en vivre. C'est déjà un peu mieux, ou d'en avoir vécu au moins une partie de sa vie, et non pas vivre de ses mandats, parce que quand on ne vit pas du métier, mais qu'on vit des mandats extérieurs, ou des revenus de monsieur, ou des revenus de madame, c'est très difficile de parler d'un métier lorsqu'on n'en a pas vécu, mais je parle financièrement, et qu'on n'a pas été à la tâche tous les jours. Si au moins elle avait travaillé pendant 20-30 ans, je pourrais comprendre, mais quand on fait la course au mandat, on ne peut pas parler de la vie d'une exploitation. Après, elle a fait un énorme boulot, vous avez entendu comme moi, un énorme boulot, la souveraineté alimentaire. Avec toutes les plateformes qui l'ont développée à travers le monde, hein, vous le savez, Unigrain,
InVivo et le groupe Avril. Alors la dernière en date, vous irez vous renseigner, InVivo, pour des raisons économiques, puisqu'on est dans la financiarisation de l'économie agricole, InVivo a revendu un bras aux Américains, un peu comme M. Macron a vendu la branche Alstom aux Américains. Vous voyez, nous on est pareil. Donc ses collègues d'InVivo, le bureau auquel elle participe, parce qu'elle est invitée, mais elle a validé ça. Donc bravo. Enfin, c'est tellement énorme ce qu'on peut entendre comme mensonge. Alors elle a travaillé beaucoup. Alors vous les paysans, vous travaillez pas beaucoup. Hein, vous travaillez tellement que vous pouvez même pas vous libérer, vous les éleveurs, pour prendre une journée pour aller au salon. Alors ensuite, le culot de dire que le but du jeu, c'est de garder des agriculteurs. Ah, bravo. On n'est plus que 380 000 et 75% gagnent moins du SMIC. Bravo. Un meilleur retour. Vous avez vu les gars, regardez vos comptabilités. Il y a un meilleur retour financier depuis la loi Egalim. Vous avez vu le système assurantiel. Je ne vais même pas développer le système assurantiel. Complètement à la ramasse. S'adapter, vivre avec son temps. Ouais, d'accord. Avec s'adapter, bravo. On a besoin de bras, alors retenez bien ça les gars. C'est les petits soldats. Vous savez, je vous ai parlé longuement des petits soldats. Vous avez vu, elle a fait appel aux petits soldats. On a besoin de bras, on a besoin de cerveau, on a besoin de recruter. Alors de cerveau, non. Parce que les études économiques faites par les chambres d'agriculture, non, on n'a pas besoin de cerveau. On a besoin de chair à canon, oui, petits soldats, mais pas de cerveau. Parce que les études, vu comme elles sont faites, ceux qui prennent le temps de les analyser, on est loin des business plans. Donc non, on n'a pas besoin de cerveau. Ça non, on a besoin de chair à canon, oui, mais pas de cerveau. On a 40% des agriculteurs qui vont quitter dans les 10 ans et c'est la physionomie des campagnes qui se dessine maintenant. Vous partez dans 3 semaines, je sais que vous serez mobilisés jusqu'à la dernière minute. On n'a jamais autant parlé de questions de souveraineté alimentaire et pourtant on n'a jamais autant importé, notamment sur les fruits et les légumes. On parle, mais en fait les comportements ne changent pas. Oui, et c'est la raison pour laquelle aussi certainement j'ai été plus écoutée, la FNSEA a été plus écoutée, c'est-à-dire que depuis des années nous disons attention, tout le monde vient au salon de l'agriculture, tous les élus politiques viennent dire la belle et bonne agriculture, mais nous regardons les chiffres, la courbe des exportations elle va vers le bas, les importations augmentent, nous importons 60% de nos fruits, 50% de nos poulets, on a même perdu en élevage bovin, on importe de plus en plus de viande bovine alors qu'on est un pays de prairies, la moitié de la surface française est en prairie, s'il n'y a plus d'herbivores pour manger les prairies, ça va s'enfricher, ça va brûler et ça sera catastrophique. Donc... Oui, alors vous avez entendu, on importe, pourtant ils sont plus écoutés. Alors, elle oublie surtout de vous dire, elle a parlé des fruits et légumes, je vous invite à aller voir ce que fait ProNatura, hein, qui est bien sûr, tout ça c'est en lien avec cette chère dame, en fruits et légumes, je vous invite à voir, tout comme dans la production de pommes, je vous en ai déjà parlé, vous allez voir sur les coopératives en France, les plateformes qu'elles ont à travers l'Europe et à travers les continents. Ensuite, elle a parlé de poulets, qu'on apportait des poulets. Pareil, je vous invite à voir comment fonctionne le groupe LDC. Ceux qui sont en volaille savent très très bien. LDC qui travaille en lien avec le groupe Avril. Je vous rappelle que les éleveurs sont en train de crever dans les fermes et LDC a jamais fait autant de résultats, mais vous l'entendrez jamais parler d'LDC. Ensuite, j'avais oublié la dernière fois de vous parler, elle avait parlé du vin, de la viticulture. Vous irez voir où est rendue la FNSEA avec InVivo. Ils ont développé une chaîne pour vendre le vin, une chaîne aérienne en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, le groupe InVivo. Et donc après, ils vont aller pleurer, faire croire que le sort des viticulteurs, il est en danger, alors qu'ils ont été investir à travers le monde. Ensuite, après, elle dit, mais on a besoin d'élevage, on a besoin de nos pâturages, parce que, bon, faut faire attention à la friche. Bon, la friche, madame, depuis que déjà plusieurs dizaines d'années avant vous, il y a 1 million d'hectares de recensés en friche. 1 million d'hectares. Bon, c'est le dernier recensement connu. Aujourd'hui, il y a plus que ça. Mais je donne que les chiffres connus. 1 million d'hectares. Nous avons appelé au sursaut. Alors Bruno Le Maire, que nous avons rencontré hier pendant 1 heure sur notre stand, puis qui a parlé ensuite, a dit « On ne peut pas continuer comme ça. On a perdu l'industrie en France. Il est hors de question de perdre l'agriculture. »
Oui, alors Bruno Le Maire a dit il est hors de question de continuer comme ça. Nous avons perdu notre industrie, nous n'allons pas perdre notre agriculture. Mais je ne sais pas s'il faut en pleurer ou en rigoler. Quand vous vous imaginez, ces gens-là n'ont honte de rien. N'ont honte de rien. Je l'avais interpellé dans les couloirs de l'Assemblée nationale au moment où, tenez-vous bien, pour les gens qui ne sont pas agriculteurs, qui sont des consommateurs, qui suivent ma chaîne, il a donné nos références laitières aux industriels. On avait ce qu'on peut appeler une licence. On avait des quotas laitiers en production laitière qui avaient été mis en place par Michel Rocard en 84, qui certes n'étaient pas parfaits, mais qui avaient au moins le mérite de gérer les volumes pour éviter que les gens fassent trop de volume, vous savez, le déséquilibre entre l'offre et la demande. Et c'était une mesure où Michel Rocard avait obtenu, en plus c'était européen, dans toute l'Europe. En une nuit à l'Assemblée nationale, avec la bénédiction de cette chère dame, que vous entendez, faire la promotion de son bilan, il a donné nos références laitières aux industriels, Lactalis, Sodial, Agrial, qui vous voulez. Donner l'asservissement des paysans. Bravo, bravo comme référence. Mais ils ont honte de rien, vous savez, ces gens-là. Ils ont honte de rien. Ils sont responsables de tout et ils ont honte de rien. Vraiment de rien. Et j'entendais ce matin Roland Lescure dire qu'il va aider l'industrie parce qu'on est en train de perdre l'industrie agroalimentaire qui emploie près de 500 000 personnes. Donc si on veut un pays de consommateurs low cost chômeurs, eh bien il n'y a qu'à continuer comme ça. Mais nous... Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, les gars, vous avez entendu l'industrie agroalimentaire, plus de 500 000 emplois. Les paysans qui sont tous les jours au fourneau, 7 jours sur 7, je pense, notamment aux éleveurs, dans les conditions qu'on travaille, non, c'est pas grave, la chair à canon. Pas un mot des bénéfices de l'industrie agroalimentaire, pas un mot. 1,4% de quelques entreprises détiennent plus de 75% des salariés, 78%, et font 80% du résultat. Les premières fortunes de France, Lactalis, Bigard, le groupe LDC, etc., je ne vais pas les citer tous. Et le groupe Soufflet qui a été racheté par Invivo, le numéro 1 des céréales, le plus gros groupe privé qu'on avait en céréales, racheté par les bras des coopératives de la FNSEA. Pas un mot. Quelle honte, mais quelle honte. Les denrées, l'aliment pour mes animaux a augmenté de 30%. C'est comme si votre loyer, qui est votre principale dépense, augmentait de 30%. Ça impacte énormément le budget. Et donc, dans ces réunions toutes les semaines, on fait le constat que les lois alimentation ont permis un retour de 12 points aux agriculteurs. C'est mieux pour nous, parce que nos charges ont augmenté et les prix sont mieux. Par contre, les industriels ont perdu 16 points. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés de redressement, de liquidation chez les industries agroalimentaires. Si on perd ce maillon central de transformation des produits, moi je ne vais pas vous vendre un cochon entier, hein. Qu'est-ce que vous en feriez? Il faut bien qu'il y ait un abatteur, un découpeur, un charcutier, un traiteur. C'est ça la réalité. On a besoin de ces industries. En plus, c'est vrai qu'on a des petites industries, des TPE, des PME, mais qui ont chacune en région gardé des traditions, des spécificités. Ce qu'a dit Roland Lescure et Bruno Le Maire hier, il faut qu'elles chassent en meute, il faut qu'on arrive à les regrouper pour être plus compétitives, partir à l'export et commercer. La vitrine d'un pays, c'est la gastronomie. Et la France, en la matière, est champion du monde. Donc il ne faut pas qu'on perde toutes ces spécificités, qu'on garde notre industrie. Vous savez, c'est un enjeu de souveraineté alimentaire, c'est aussi un enjeu économique, d'emploi et de vitalité des territoires. Les négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels se sont terminées hier à minuit. On peut dire que ça s'est assez mal passé, avec une bataille sur les prix, des marges. Chacun sort son tableau de résultats en disant « moi, mes marges sont faibles ». Comment vous avez regardé ça ? Oh, j'ai suivi de très près cette bataille-là et j'ai même été parfois au cœur, le surveillant général à qui chacun venait dire « Madame, il ne m'a pas donné ce dont j'avais besoin, celui-là baisse plus les prix que l'autre ». Parce que moi, j'ai une liberté de parole que n'ont pas les industriels. S'ils parlent, ils sont déréférencés et ils perdent leurs débouchés. Donc vous avez bien entendu, plus 30% elle a payé les aliments, augmentation de 30% dans son élevage de porc. Il aurait fallu lui demander en même temps, mais comme les journalistes ne connaissent pas le sujet, si l'entreprise Terena qui fournit les aliments, si elle est en cessation de paiement. Et si les gens qui ont vendu les aliments à Terena, puisqu'elle les prend à Terena,
où son mari est responsable, si quelle marge a la coopérative sur ses aliments, ça serait intéressant, opération transparence. Ensuite, vous avez entendu, plus 12 pour les paysans, moins 16 pour les industriels. Bah les gars, va bientôt falloir faire appel à je sais pas qui, hein, au resto du cœur pour les industriels, les pauvres malheureux. Vous avez vu de quoi on parle? Alors, ensuite, dans les buzz de négociation, les industriels ne peuvent même pas s'exprimer car ils risquent d'être déréférencés. Bravo! Pas un mot de l'asservissement des paysans, qu'on la visite des gendarmes dans les assemblées générales, parce qu'il y a une chape de plomb qui pèse de par la pression des industriels, chez tous les industriels qui ont la main sur les paysans, que ça soit en cochon, que ça soit en lapin, que ça soit en poulet, que ça soit en production laitière, où il est impossible, ou quasi impossible, de changer d'industriel sans avoir des pressions, sans qu'ils se contactent entre eux et sans qu'il y ait entente illicite. Bravo, madame. Laissez crever les paysans et défendre les industriels. Bravo, madame. Alors, ce qui est important maintenant, pour vous, grand public, c'est de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi ces gens-là sont à l'antenne, pourquoi ces gens-là, qui représentent rien du tout, puisqu'ils représentent 25% des paysans, c'est-à-dire 20 au vote des élections, c'est-à-dire 25% de 380 000 personnes. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait environ 80-90 000 personnes sur 68 millions de Français. Voilà ce qu'ils représentent. Hein? Quand ils parlent et qu'ils détournent le débat, j'ai entendu plein de conneries au salon. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler, les écologistes nous embêtent. Les écologistes, ils ont fait 3% aux dernières élections. Ça représente rien. 3% des Français. Et vous, madame, vous ne représentez pas 1% des Français. D'accord? Parce que vous représentez 90 000 paysans sur 68 millions d'habitants. Donc, pourquoi ça? Pourquoi ces gens-là sont sur les antennes? Eh bien, je vais vous faire écouter un tout petit passage d'une émission où était Michel Onfray avec d'autres intervenants et vous allez voir plus clair. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, bienvenue pour 60 minutes chrono d'heure libre, un partenariat Front Populaire, la revue et Sud Radio. Je suis aujourd'hui avec Michel Onfray, évidemment, fondateur de la revue, Maxime Ledagar, rédacteur en chef, et notre invité n'est autre que Christophe Guilluy, géographe et essayiste bien connu, auteur notamment de La France périphérique, mais aussi Les Dépossédés, qui vient de sortir chez Flammarion. La majorité existe. Le peuple existe. On essaye de l'invisibiliser. Et bien sûr, c'est-à-dire existe. il y a en permanence une guerre des représentations. C'est-à-dire que je suis géographe, je sais que la géographie, par exemple, ça sert d'abord à faire la guerre. La carte. Si vous maîtrisez la représentation, vous maîtrisez le discours politique. Or, nous avons, je vous inclus, perdu la bataille des représentations. Ça ne veut pas dire que nous avons perdu dans la société. Moi, je pense que la société existe, que les gens ordinaires sont majoritaires, qu'ils se lèvent le matin, qu'ils ne sont pas des déplorables. Bref, toutes ces représentations que les médias, parce que c'est pas seulement les politiques, on cible souvent les politiques ou l'Europe, c'est aussi le monde académique. Tous ces gens ne travaillent régulièrement au morcellement des représentations. Ça ne veut pas dire qu'il y a un morcellement réel de la société. Les gilets jaunes, pourquoi est-ce que les gilets jaunes ont embêté ? Voilà, alors donc j'arriverai à la fin de la vidéo, vous avez entendu l'intervenant, la guerre de la représentativité. C'est là que tout se joue. Cette dame que je vous ai fait écouter représente environ 90 000 agriculteurs en France et représente une proportion encore plus petite au niveau européen. Pas un mot du COPA-COGECA avec tous les lobbying qu'il exerce avec les millions d'euros qu'ils ont au niveau du Parlement européen. Pas un mot. Ils se posent en victime. C'est eux qui sont reçus sur les plateaux parce que ça arrange les pouvoirs en place. Et retenez bien une chose, ceux qui sont conviés dans ce salon, ceux qui sont agricoles, ceux qui sont invités sur les plateaux, c'est jamais un hasard. Jamais. Jamais. Il y a cofinancement entre les gens qui les invitent
et les gens qui sont sur le plateau. Ce n'est jamais un hasard. Quand il n'y a pas cofinancement, il y a un débat d'idées. Il y a un affrontement qui se fait en dénonçant la chose telle qu'on la vit sur le terrain. Vous voyez les décalages entre ce que je vous ai fait écouter et la vie réelle sur le terrain. Vous comprenez bien que si, et c'est pas lié à Madame Lambert, ça remonte bien avant, si on était réellement défendu en haut lieu, vous pensez qu'on serait dans cette situation-là? Vous pensez que ceux qui vont dans les salons parisiens, ils ont défendu les paysans, notamment les éleveurs? Soyons sérieux. Vous voyez bien, à visage découvert, le double langage et le double discours. Et retenez bien ce qu'a dit l'intervenant qui était à Front Populaire, avec Stéphane Simon et Michel Onfray, la guerre de la représentativité. Et là déjà, vous aurez tout compris. Parce que cette guerre de la représentativité, ça dessine le moule ensuite. Qui va être à la tête du syndicat? Par qui va être financé? Et en fonction de ça, on invite les gens sur les plateaux. Je pourrais vous en parler longuement. Vous avez vu pendant cette semaine du salon, des gens qui ont été invités presque tous les soirs sur les plateaux pour faire diversion avec l'agribashing et le foutez-nous la paix et tout ça, alors que les paysans sont en train de crever dans les fermes, je dis bien crever dans les fermes, à cause d'une chose, le revenu. Le revenu. Et les propositions, bien sûr qu'il y en a. Il faut redéfinir totalement la théorie de la valeur, à quoi on accorde une importance dans la valeur économique sortie ferme. Et puis il y a un nettoyage terrible à faire dans le secteur tertiaire. Tout ce qui vient piller notre valeur ajoutée. Je ne vais pas vous nommer tous les organismes qui servent à rien et qui créent aucune valeur. Et puis bien sûr, le cœur du réacteur, l'industrie agroalimentaire, qui est le premier intervenant auquel on a affaire. Voilà. C'était un court résumé. Je vous remercie de tous vos soutiens. Faites des commentaires et je vous dis à bientôt.